Voilà les Jeux Olympiques qui s'ouvrent à Paris. Un été de Jeux Olympiques, ça a déjà été vécu à Paris plusieurs fois, dont en 1924, il y a 100 ans. Du 26 juillet au 11 août auront donc lieu à Paris, ici, les 33e Olympiades de l'ère moderne. Mais ça ne nous empêche pas de retourner avec Olivier Godefroy sur les traces de ce Paris 1924, tel qu'il nous le décrit dans son livre. Bonjour Olivier Godefroy. Bonjour. Il faut bien se dire qu'en 1924, on est dans un contexte juste après la plus grande boucherie, la Première Guerre mondiale. Voilà, à la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques, la France sort depuis quelques années seulement, 6 ans seulement, de la Première Guerre mondiale, qui a été un véritable traumatisme. Il y a des territoires, notamment à l'Est et au Nord, qui ont été occupés. Et puis, il y a aussi quand même 1,7 million de soldats français qui sont morts sur le champ de bataille et un peu plus du double, en fait, qui sont revenus mutilés, meurtris, aveugles, où il y a aussi ces fameux gueules cassées. Il va y avoir notamment un devoir de mémoire, donc avec la multiplication des monuments aux morts dans chaque commune. Mais dans un même temps aussi, la France et d'autres pays, notamment les États-Unis, mais aussi des villes comme Vienne, Berlin, sont rentrés dans un chrononyme qu'on a appelé plus tard les années folles, qui commence au début de l'année 20 et qui se termine au lendemain du krach boursier à Wall Street en 1929, et qui voit aussi une certaine volonté de dépasser ce traumatisme de la guerre 14-18. Et c'est une période de grande effervescence au niveau culturel, au niveau artistique. C'est le développement du musical, c'est le développement des nouvelles formes de musique qui viennent des États-Unis, comme le jazz ou le charleston, avec la figure mythique à ce moment-là de Josephine Baker. Il y a en fait deux pays qui cohabitent, donc un pays qui reste majoritairement encore rural, avec aussi une classe ouvrière plus importante. Mais eux, finalement, leur but, c'est quand même de finir des fins de mois qui sont compliquées. Et de l'autre côté, en fait, on a une population urbaine, bourgeoise, finalement parisienne, et qui a les moyens, en fait, de faire la fête et de dépenser des sommes pharaoniques dans des manifestations festives où l'alcool coule à flot, où on se drogue. Deux France, en fait, qui se côtoient et qui sont bien distinctes. Il y a la France des années folles avec une croissance économique qui enrichit certains, d'autres issus de la guerre, comme vous l'avez dit, qui rament. Et en même temps, Paris fait la fête. Paris, c'est le Paris du Montparnasse. Paris, c'est le Paris de la butte Montmartre qui fait la fête tous les soirs. Paris offre ce contraste aussi. En fait, l'État-providence qui va naître au lendemain de la Seconde Guerre mondiale n'existe pas à ce moment-là. Donc, les inégalités sont extrêmement fortes. Alors certes, il va y avoir quelques avancées au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec notamment la journée de 8 heures. Mais globalement, en fait, il n'y a pas de développement de système de protection sociale comme il peut y en avoir plus tard ou actuellement. Et de l'autre côté, en effet, il y a la ville lumière. Donc certains quartiers, en fait, ne dorment jamais. Il y a Montmartre, qui va être le centre où va se retrouver en fait les grands artistes, les grands écrivains du moment, notamment Picasso, Hemingway, Modigliani. C'est là aussi où finalement va se développer un nouvel art, comme l'art déco. Donc il y a une effervescence culturelle, artistique qui est un petit peu sans précédent, mais qui ne concerne pas forcément d'ailleurs que Paris. On retrouve ça aussi à Vienne et notamment à Berlin. Un Paris qui voit des évolutions sociétales. C'est la femme qui se coupe les cheveux et devient la garçonne. Ce sont aussi les premiers grands émois publics homosexuels, gays et lesbiens. Voilà, donc il y a une première forme en effet d'émancipation féminine. Alors ça a commencé pendant la Première Guerre mondiale, parce que donc comme les hommes ont été appelés à combattre sur le champ de bataille, donc les usines ont dû trouver de nouvelles main-d'œuvre, et notamment on a fait appel aux femmes qui ont notamment contribué au travail dans les usines de munitions. Donc ces femmes ont commencé à avoir un emploi, à avoir une petite indépendance financière. Du coup, avec le retour à la paix, même si il y a un essai de retour de bâton conservateur qui veut remettre les femmes au foyer, cette émancipation va quand même perdurer. Elle va continuer au fur et à mesure, même si finalement, en France, les femmes vont pas réussir à obtenir le droit de vote. Elles accèdent à certains sports, par contre. Oui, donc il y a un développement du sport féminin. D'ailleurs, il y a eu, avant les Jeux de Paris 1924, des JO féminins, entre guillemets, parce que en fait, le problème, c'est que le président du CIO, c'est Pierre de Coubertin, qui malheureusement est plutôt misogyne. Il est opposé à l'extension en fait du sport féminin
dans les épreuves olympiques. Pour l'instant, ils sont finalement les femmes présentes que dans les épreuves de tennis et puis de natation. Il y a juste une épreuve de fleuret en fait qui va être ouverte de manière supplémentaire lors de ces Jeux-là. Et donc, on commence à s'émanciper, on commence finalement à créer des sociétés sportives. Les femmes qui commencent aussi à être dans la vie active, mais il y a aussi un grand mouvement conservateur qui entend remettre les femmes au foyer, parce qu'il y a un problème aussi de natalité qui se pose en France avec les morts qu'il y a eu lors de la Première Guerre mondiale. Donc, il y a des politiques natalistes qui sont mises en place au lendemain de la Première Guerre mondiale et qui tendent à refaire finalement de la femme une mère de famille. C'est quand même une année très, très particulière parce que, outre évidemment les JO d'été à Paris, il y a aussi eu pour la première fois en France, du 25 janvier au 5 février 1924 à Chamonix, les premiers Jeux olympiques d'hiver. Et en plus, on n'oublie pas qu'en parallèle des JO d'été, il y a l'épreuve du Tour de France, la 18e, qui va être remportée pour la première fois par un Italien, le Vénitien Ottavio Botecchia. En effet, la France fait coup double sur l'édition de 1924. Donc, il y a des Jeux d'hiver à Chamonix et puis des Jeux d'été qui commencent au mois de juillet. D'ailleurs, Paris, en 1924, normalement, n'aurait pas dû accueillir ces Jeux. Il y a eu des premiers Jeux à Paris en 1900 et le problème, c'est que ça a été un véritable fiasco parce que ils se sont déroulés en concomitance avec la grande exposition universelle. Et donc finalement, le public a préféré aller voir la grande expo et les Jeux sont finalement restés dans l'anonymat. Du coup, Coubertin a été vexé de cet échec et va tout faire en fait pour redonner à Paris une seconde chance. Donc, il va faire le forcing. Alors, ça va être coupé par la Première Guerre mondiale. Et puis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il va militer pour que Paris ait une nouvelle chance. Alors, en 1920, c'est Anvers qui va finalement obtenir les Jeux. Mais en 1924, alors que les villes favorites, c'était Amsterdam et Los Angeles, finalement, la pression sur le CIO Coubertin, qui le préside, va faire que le CIO, en 1921, va choisir Paris comme ville qui accueillera les Jeux. Et finalement, en compensation, on va offrir à Amsterdam les Jeux en 1928 et Los Angeles ceux de 1932. Ces fameux JO de Paris 1924, ils auraient dû s'appeler les JO de Colombes. C'est un petit peu comme en 2024, finalement, où les Jeux se dérouleront essentiellement à Saint-Denis, au Stade de France. Et c'est vrai que le stade emblématique de ces Jeux de 1924, ceux qui vont notamment accueillir les sports d'extérieur, et notamment la discipline phare qui est l'athlétisme, se déroule au Stade de Colombes, qui notamment accueillait les matchs de rugby du Racing Club de France. Et c'est là que va se concentrer finalement l'essentiel des grandes compétitions de ces Jeux de 1924. Des jeux qui vont coûter 15 millions de francs, 6 sont apportés par l'État. D'où viennent les 9 autres ? C'est un petit peu comme actuellement, c'est des mécènes privés qui vont apporter le complément. C'est quand même faible, 15 millions de francs de l'époque, en euros constants actuellement, ça fait à peu près 10 millions d'euros. Alors quand on voit que les Jeux là, de Paris, je crois qu'on est à 9 milliards, ça montre qu'il y a une disproportion énorme, c'est quand même des Jeux austères au niveau du financement. Et l'État, en effet, n'a pas beaucoup de moyens, parce qu'il y a un déficit public qui est extravagant, avec notamment il y a eu l'effort de guerre, donc on est quand même à 196% du PIB qui est en représentant de la dette publique. Et c'est vrai que l'État a décidé de participer, mais moyennement. Donc ils font appel à des grandes entreprises de l'époque, comme Renault notamment. Et en fait, vous, dans votre livre ici, outre ce contexte historique, vous nous ramenez jour après jour, en commençant par le samedi 5 juillet 1924, et la météo, et les compétitions, et les événements nationaux et internationaux. Vous nous faites le calendrier complet, la chronologie complète des Jeux. Voilà, j'ai voulu faire en fait jour après jour tout ce qui s'était passé pendant ces 3 semaines d'Olympiade, parce que donc en 1924, les Jeux, c'est pas comme actuellement, où ils se déroulent sur 3 semaines, et donc je voulais faire jour après jour en fait tout ce qui s'est passé à la fois au niveau national, international, et puis au niveau des résultats de chaque discipline olympique. Ouais, chaque discipline qui est ainsi représentée entre le samedi 5 juillet et le dimanche 27 juillet 1924. Un mot sur le bilan, vous le faites d'ailleurs, de ces Jeux. C'était des Jeux de qualité ? Oui, donc c'est grâce aussi aux médias qui, pour la première fois, vont
vraiment diffusé de manière importante ces Jeux olympiques, hein. Il y a aussi le développement à l'époque de la TSF, hein, qui permet des retransmissions pour la première fois à la radio. Il y a eu des vedettes, hein, dans ces Jeux olympiques, hein, notamment deux grandes vedettes, une finlandaise et une américaine, hein. Donc une finlandaise qui s'appelait Paavo Nurmi, qui était un athlète finlandais du fond et du demi-fond, et qui a remporté pour ces Jeux de 1924 quand même 5 médailles d'or sur 7 possibles. Il a fait 3 Olympiades où il a remporté 9 médailles d'or. Donc il a fait 1920 Anvers, 1924 Paris et 1928 Amsterdam. Et donc ces 9 médailles d'or, ça a été un record mondial pendant très longtemps. Il ne sera égalé en fait que par Carl Lewis, qui aussi va va gagner 9 médailles d'or. Mais alors lui, par contre, en 4 Olympiades. Paavo Nurmi fait partie de ce qu'on appelait les Finlandais volants à l'époque. Les Finlandais ont fait dominer les épreuves de fond et de demi-fond. C'était un petit peu comme les Kenyans ou les Éthiopiens de l'époque. C'est une nation d'ailleurs pauvre, hein. À l'époque, la Finlande, hein, c'est pas une nation développée comme actuellement. À l'époque, la presse, pour essayer d'expliquer la domination finlandaise, avait des explications un peu farfelues en disant que les Finlandais vivaient dans un pays pauvre, donc ils n'avaient pas beaucoup d'occupation au niveau loisirs, dans un pays où le climat était rude, donc ils faisaient que courir, et ce qui expliquait en fait les résultats très bons de ces athlètes dans les disciplines athlétiques. Et l'autre grande vedette de ces Jeux, qui est plus connue encore maintenant, c'est Johnny Weissmuller. Ah, Tarzan. Donc, le futur Tarzan. Donc c'est un immigré hongrois, hein, qui très jeune va partir aux États-Unis, et donc il vient d'une famille très modeste, et puis son hobby c'est la natation, tant et si bien que vu ses résultats, il va être naturalisé américain et pouvoir être sélectionné pour aller aux Jeux olympiques avec la sélection américaine. Et là, en fait, il va largement dominer les épreuves de natation, hein. Il va être une médaille d'or sur 100 mètres, sur 400 mètres. Il va remporter une médaille d'or sur le relais américain et une médaille de bronze avec l'équipe de water-polo. Et ce qui est assez particulier chez Johnny Weissmuller, c'est qu'il nage le crawl comme un joueur de water-polo, c'est-à-dire la tête hors de l'eau, qui normalement ralentit la course, hein. Mais malgré cela, finalement, il dominait ses adversaires, ce qui est incroyable. Donc en 1928, il va conserver d'ailleurs sa domination sur les épreuves de vitesse en natation après les Jeux d'Amsterdam, de terminer sa carrière sportive pour entamer une carrière dans le cinéma en devenant en effet le Tarzan de la Metro-Goldwyn-Mayer. Merci pour cette belle aventure de ces Jeux il y a 100 ans, Paris 1924, un été de Jeux Olympiques, Olivier Godefroy, que vous signez chez Caban Éditions. Merci de nous en avoir ramené quelques-unes des journées. Toutes les autres sont à retrouver dans votre livre. Merci à vous.